Jérusalem. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer comme chaque matin, Daniel, comme on le fait depuis une semaine maintenant, par le point sur les derniers développements sécuritaires dans le Golfe Persique. Et oui, effectivement, Ilana, avec la nuit dernière de nouvelles attaques américaines contre des cibles iraniennes. Il s'agit de la 9e nuit consécutive d'attaques de ce type. Selon la CENTCOM américaine, les cibles frappées étaient avant tout des cibles stratégiques comme des bases de commandement de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution, des sites de l'armée de l'air et de la marine. Des sites ont été bombardés dans la ville de Tibriz également. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que malgré ces attaques, la porte de la négociation à la Maison-Blanche restait ouverte. Par contre, le président Trump, lui, a adopté un ton plus ferme. Dans l'avion qu'il ramenait de la finale de la Coupe du Monde vers Washington, Trump a déclaré « Nous avons frappé fort l'Iran à la mémoire des 2 patriotes, nos 2 soldats qui ont été tués en veillant à ce que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. C'est nous qui contrôlons la circulation sur le détroit d'Ormuz », a encore dit le président. Les Américains ont prévenu Israël qu'ils avaient l'intention d'intensifier leurs frappes contre des cibles iraniennes au cours des prochains jours. Et les Américains veulent qu'Israël se maintienne hors de la confrontation directe, mais ils comprennent qu'en cas d'attaque iranienne directe contre le territoire israélien, il sera impossible d'empêcher une riposte de la part de Tsahal. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a lui déclaré hier que l'armée israélienne suivait de très près les développements dans le Golfe Persique et en Iran. Oui, Tsahal a décidé de maintenir son système d'alerte et ses systèmes de défense aérienne, en particulier à la suite des tirs de missiles iraniens en direction d'Aqaba et après que des débris d'un missile intercepteur aient été repérés dans le domaine de juridiction de la ville d'Elat. Nous sommes prêts à reprendre les combats sans le moindre délai, a déclaré le général Eyal Zamir lors d'une tournée d'inspection en Judée-Samarie hier. D'ailleurs, à propos de la Judée-Samarie, le général Zamir a affirmé que le nombre de terroristes actuellement dans ces 2 régions était parmi les plus faibles jamais enregistrés. De son côté, le ministre de la Défense, Israël Katz, a lancé un avertissement aux Iraniens. Si des missiles iraniens devaient frapper le territoire israélien, Tsahal lancera des frappes massives contre les bases de lancement iraniennes, et ce sans prévenir et sans conditions préalables. Un autre front toujours d'actualité, c'est le Libanais avec la visite du président libanais Joseph Aoun à Washington. Oui, hier, le président libanais a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Selon des sources en provenance de la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, les 2 hommes auraient convenu d'un retrait total d'Israël du Sud-Liban. Une information qui n'a pas du tout été confirmée en Israël. Cette rencontre est destinée à préparer celle que le président Aoun aura demain à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump. Plusieurs centaines de militants, par ailleurs, de la droite nationaliste israélienne se sont rassemblés hier au nord de la bande de Gaza. Un rassemblement qui s'est tenu sur la plage de Zikim, au nord de la bande de Gaza, et qui était organisé par l'association Nahala, qui œuvre en faveur de la reconstruction de localités juives dans la bande de Gaza. Ce rassemblement marquait également le 21e anniversaire de l'expulsion des 10 000 habitants du Gush Katif. Le parcours de cette manifestation a été modifié d'un commun accord entre Tsahal et les organisateurs. Parmi les personnalités présentes, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui est également leader du parti sioniste religieux, qui a déclaré parallèlement à notre revendication de reconstruire des localités dans la bande de Gaza, le camp national doit se mobiliser pour persuader la population israélienne que c'est à lui de continuer à diriger le pays. Et ce qui nous conduit à ouvrir une importante page politique, Daniel, en perspective des prochaines élections. Oui, avec tout d'abord la tenue aujourd'hui des élections primaires au sein du Parti démocrate, l'ex-parti travailliste. Les plus de 110 000 membres inscrits du parti vont pouvoir désigner la liste électorale du parti aux prochaines élections, de manière digitale d'ailleurs. Mais attention, leur choix ne sera pris en compte que de manière partielle, puisque sur les 10 premières places réalistes, l'immense majorité sont déjà déterminées à l'avance, comme celle du président Yair Golan, celle des députés de la Knesset sortante, et comme celle du parti Meretz qui dispose de 2 mandats dans les 10 premières places, donc des élections primaires mais partielles. Et puis, au Likoud, on sent l'effervescence grimper à l'approche des élections primaires. Oui, et le sentiment dominant au Likoud, c'est que Binyamin Netanyahou ne veut pas de ces primaires et qu'il trouvera un prétexte quelconque pour les annuler et pour désigner lui-même la liste électorale de son parti aux prochaines élections. Selon certaines sources, le Premier ministre entend ainsi garantir qu'aucun élu ne désertera et qu'ils seront tous loyaux. Cela intervient après que le tribunal du Likoud ait donné hier son feu vert au Premier
Premier ministre afin qu'il intègre 8 personnalités de son choix dans des places réalistes dans la prochaine liste électorale. Selon ses sources, le Premier ministre pourrait invoquer par exemple la situation sécuritaire pour annuler les primaires qui doivent se tenir au début du mois d'août. Parmi les personnalités que le Premier ministre pourrait introduire dans la liste, on trouve des figures telles que Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad, ou encore l'ex-ministre Likoud Yuval Steinitz. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps reste toujours très chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 31 degrés à Jérusalem, à Tel Aviv et sur le littoral, 37 degrés à Beersheva, 41 degrés à Eilat. Claude Breitman, bonjour, Boker Tov. Bonjour, cher Daniel. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes la présidente du Forum francophone du NAC, du collège Natania d'enseignement supérieur. Et vous avez voulu, on vous a sollicité pour parler d'un événement qui assez inattendu, on va dire, et qui montre d'une certaine manière les difficultés qui existent actuellement dans les relations entre la France et Israël. Il s'agit tout simplement d'un revers que vous avez essuyé de la part de l'ambassadeur sortant de France en Israël, Frédéric Journest, qui n'a pas jugé utile de vous inviter aux festivités du 14 juillet, vous et d'autres personnalités d'ailleurs, comme par exemple notre ami Aryeh Ben-Semoun également, qui n'a pas jugé utile de vous inviter, et cela d'une certaine manière, de manière assez surprenante, alors que vous œuvrez, bien entendu, tout le monde le sait, en faveur on va dire du rapprochement entre la France et Israël, bien entendu, et la communauté francophone en Israël en particulier. Alors, comment vous expliquez cette attitude ? Est-ce qu'il y a là beaucoup de politique ? Il y a là des ressentiments ? Comment vous expliquez une telle attitude de la part de l'ambassadeur ? Écoutez, d'abord, c'est véritablement pas, si vous voulez, une attitude diplomatique de toute manière. Mais ce qui est très surprenant, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important d'en parler, comme vous l'avez souligné, depuis presque 25 ans, je suis probablement en Israël, si vous voulez, d'abord au niveau académique et universitaire et culturel, un des épicentres du rayonnement de la France, de la langue française et des relations entre la France et Israël. Et ça, je le fais de tout mon cœur, parce qu'effectivement, la première mission, c'est de pouvoir accueillir au mieux et de construire un avenir pour nos jeunes étudiants qui nous rejoignent au Collège académique de Natania. Et pendant toutes ces années, j'ai eu des relations tout à fait privilégiées, très proches, très intimes, avec tous les représentants de la France. Tous les ambassadeurs, tous les directeurs d'instituts français ont été extrêmement proches du Collège académique de Natania, par l'intermédiaire du campus francophone. Et donc, à cet égard, si vous voulez, il me semble important de rappeler un certain nombre de choses. Il y a à peu près 5 semaines, je reçois une lettre officielle de son Excellence l'ambassadeur Journest, m'informant que pour des contractions budgétaires, il n'était plus question de continuer à contribuer d'une manière tout à fait symbolique, on parle de 2 000 € par an, aux activités du campus francophone. 2 000 € par an? Oui. C'est la contribution je lui ai répondu. Oui, on avait à l'époque un partenariat à l'époque du professeur Jacques Hunsinger qui était ambassadeur il y a 20 ans et Toby Nathan qui était à la direction de l'Institut français. On avait à l'époque un partenariat il y a plus de 20 ans, de 15 000 €. Donc, c'est devenu une peau de chagrin, mais c'était pas très grave. D'abord parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, parce que, si vous voulez, ça reste symbolique et c'était important. Ce à quoi je lui ai répondu que c'était effectivement avec beaucoup de tristesse que j'avais appris tout cela, et que je pensais que c'était important pour lui de reconsidérer cette décision, parce que tous nos amis francophones, si vous voulez, que nous fédérons depuis plus de 20 ans, sont sensibles à ce lien avec la France. Ça fait partie de cette mission globale du campus francophone. Il n'a pas souhaité me répondre. Et puis, il y a à peu près un mois,
non, moins d'un mois, il y a 15 jours à peu près, j'ai mon ami Arié Ben Semoun qui m'appelle et qui me dit, bon, je te vois au 14 juillet. Je lui dis, ben, écoute, non, moi je ne suis pas invité. D'habitude, je reçois non seulement une lettre personnelle de la secrétaire de l'ambassadeur, mais aussi un téléphone, etc. Donc je sais que je ne suis pas invité, ce qui n'est pas très grave à mes yeux, sans comprendre vraiment pourquoi. Et puis Arié me dit, ah bon, ben, écoute, quand même, je vais vérifier. Il vérifie et il reçoit une réponse très lapidaire de l'ambassadeur qui dit la chose suivante. C'est moi qui ai fait la liste et c'est comme ça qu'elle est validée. Donc, si vous voulez, ça veut dire que ni toi, ni Claude, ni d'autres d'ailleurs, dont Daniel Saada, qui depuis plusieurs années, lui non plus, n'est pas invité au 14 juillet, nous faisons partie de ces franco-israéliens évincés de la fête nationale de la République française, pour laquelle nous travaillons. Alors, la vérité, si vous voulez, c'est que c'était une grande surprise et que je n'ai absolument pas compris les tenants et les aboutissants parce que, si vous voulez, moi, je ne suis pas quelqu'un de politique qui exprime une idée ou une autre, ni contre le gouvernement français, ni contre le président de la France. Arié Ben Semoun non plus, si vous voulez, même s'il a des critiques et c'est parfaitement légitime dans une démocratie libérale de s'exprimer quand on a des désaccords, par exemple, sur la position de la France par rapport au grand conflit qui nous oppose à l'Iran. Je veux dire, il n'y a rien d'illégitime dans ceci et qui nécessite ou qui impose ou qui justifie, si vous voulez, une éviction de cette nature. Donc ça m'a semblé extrêmement interpellant, extrêmement, si vous voulez, embarrassant, à la fois pour la France, vis-à-vis de ceux qui, en Israël, garde au cœur, si vous voulez, cette seconde patrie, et qui, envers et contre tout, si vous voulez, même avec des divergences politiques, reste extrêmement fidèle à la culture, au lien avec la France. Et je pense, si vous voulez, que ça ne fait que du mal, que ça n'est que négatif. Alors, ça me semblait important, si vous voulez, de mettre ça sur la place publique pour que les gens réagissent. Alors, les gens réagiront très certainement après cet entretien, mais je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une initiative personnelle de l'ambassadeur, ou alors que c'est peut-être même une sorte de directive générale du Quai d'Orsay qui dit toutes les personnalités francophones de chaque pays qui s'expriment contre le régime, contre le président de la République ou contre la République, pas la République, mais le président de la République, eh bien seront extraits des listes d'invités ou de ce type-là. Vous pensez qu'il y a une directive de ce type au Quai d'Orsay ? C'est une vraie question, mais est-ce qu'on peut imaginer que le Quai d'Orsay de France, si vous voulez, aille jusqu'à cette résolution de pointer du doigt des personnalités francophones dans les pays où il y a une ambassade? Ça me semble, si vous voulez, véritablement ce qu'on appelle disproportionné avec les choses elles-mêmes. D'autant qu'encore une fois, si vous voulez, je parle de mon cas à moi, je ne me suis jamais exprimé publiquement dans aucun de mes rendez-vous officiels, ni des conférences que nous organisons, ni des délégations, ni des gens que j'ai reçus au campus francophone, et ils sont très nombreux, jamais à un niveau de critique même légère vis-à-vis du gouvernement de la France. Ça n'empêche pas que j'ai mes propres idées. Je ne peux pas vous dire que je suis parfaitement d'accord avec la position et les engagements, ou le non-engagement, si vous voulez, ou le non-soutien de la France vis-à-vis d'Israël dans cette guerre existentielle que nous menons depuis 3 ans. J'ai mes propres idées, elles sont claires, mais je me suis toujours, si vous voulez, retenu du fait de ma position et du fait de ma loyauté, si vous voulez, vis-à-vis de la présidence et de la présidente que je suis, qui impose une grande retenue dans le domaine justement politique et controversé, de toute critique. Donc, si vous voulez, ça a strictement aucune base dans cette histoire. Alors, quand je parle de mon ami Arié Ben Semoun, il a un poste, il a une position, il a des gens qui l'invitent autour de lui, que ce soit pour agir ensemble ou pour être net, qui s'expriment. Et on ne peut pas empêcher des gens, jusqu'ici, d'après ce que je comprends, ni Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, ni Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre, ni d'autres personnalités qui peuvent critiquer le gouvernement français. Je veux dire, alors,
va-t-on? Où va-t-on? Si c'est ça la République, si c'est ça la liberté, si c'est ça la la démocratie. Alors, et peut-être qu'il va me demander de rendre ma Légion d'honneur, on ne sait jamais. Donc, si vous voulez, c'est quand même très compliqué. Et c'est surtout, je vais vous dire la vérité, mon cher Daniel, c'est d'une tristesse terrible parce que, vous savez, la politique, c'est la politique. Moi, je me souviens de ce que disait l'ambassadeur Zvili à l'époque de Chirac, où il y avait vraiment des controverses difficiles et compliquées. Il y a la politique telle qu'elle est exprimée, et puis il y a tout le reste, si vous voulez, en sous-jacence, ce lien très fort qui unit les francophones d'Israël à la France, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'innovation, dans les domaines scientifiques, dans les domaines militaires, dans les domaines, si vous voulez, de liens familiaux, puisqu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont encore beaucoup de familles en France, et je trouve très franchement que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Et je tenais à le dire officiellement parce que je pense, si vous voulez, qu'il n'y a pas lieu d'avoir une telle attitude vis-à-vis de qui que ce soit d'ailleurs. Et moi, j'en ai, si vous voulez, très franchement, je suis simplement attristé de cette attitude. Je n'imagine pas, encore une fois, que le Quai d'Orsay aille jusqu'à une résolution, si vous voulez, ponctuelle, personnelle, de 2, 3, 4 ou 5 ressortissants français en Israël. Ça me semble compliqué à accepter. D'autant qu'en plus, si vous voulez, avec M. Journest, les 3 ans et demi qu'il a passé ici, qui n'ont pas été évidemment une grande... qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire parce qu'il y avait cette situation très particulière et il y avait la position de la France. Vis-à-vis de nous, le campus, ou vis-à-vis de moi-même, j'ai été invité à toutes ces parties, à toutes ces fêtes qu'il a organisées de manière d'ailleurs un peu atypique et que j'ai trouvé assez sympathique, avec DJ à l'appui, et je suis allé danser sur son herbe avec ses amis. Bon, mais on va en rester là. On aura probablement l'occasion d'être fixé puisqu'il y aura très prochainement un nouvel ambassadeur de France en Israël. On aura l'occasion de voir si c'est la politique du Quai d'Orsay ou si c'est une affaire plus personnelle, dirons-nous. Voilà donc, merci beaucoup Claude Breitman de nous avoir alerté sur ce dossier-là. Bonne continuation et à bientôt. Bonnes vacances. À très vite. Merci. Et ce matin, presque naturellement, nous allons ouvrir une dernière fois la revue de la presse israélienne par le foot et par la finale de la Coupe du Monde d'hier soir. Le Israël Hayom consacre ce matin la quasi-totalité de sa première page à la victoire de l'Espagne à l'arraché face à la sélection argentine, 1-0 après prolongation. Ils ont découvert l'Amérique, titre le Israël Hayom, probablement pour faire honneur à Christophe Colomb qui a découvert le nouveau continent et qui était, on le sait, espagnol. Le journal nous montre 2 photos qui résument cette finale d'hier soir. Les joueurs espagnols en rouge fêtant leur victoire et assis tout seul sur l'herbe, la légende du football international Lionel Messi qui comprend qu'il vient de jouer son dernier match à ce niveau à 39 ans. Ils sont sur le toit du monde, titre ce matin le Israël Hayom en page 2 et 3 en nous montrant cette fois les Espagnols en train de danser dans une sorte de aura endiablée. Le Yediot Aharonot lui aussi mentionne la victoire des Espagnols en première page mais uniquement sur un quart de page et il titre champion Aloufim en hébreu. Et la caricature de Guy Morad dans le Yediot Aharonot résume d'une certaine manière la situation entre football et guerre en Iran. On y voit Donald Trump sur un immense écran en télé lancé à Mortaba Khamenei qui est assis sur un canapé. Game over, les jeux sont terminés. Et justement, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à la confrontation de plus en plus vive entre l'Iran et les États-Unis. Fini la rigolade, titre le grand quotidien en annonçant que des débris de missiles intercepteurs sont tombés hier près d'Elat après que les Iraniens aient lancé des missiles balistiques en direction d'Aqaba en Jordanie. Cela n'a jamais été aussi près, affirme le Yediot Aharonot. Le journal cite ce matin des experts sécuritaires israéliens qui estiment qu'avec la fin du mondial, les États-Unis et Donald Trump vont pouvoir faire grimper la pression sur les Iraniens et cesser d'agir avec une quelconque retenue. Le Israël Hayom affirme en titre que l'armée est fin prête à reprendre les combats. Il s'agit de l'armée israélienne cette fois. Il n'y aura pas de surprise, affirme-t-on dans l'échelon militaire israélien. Sherit Avidan Cohen écrit qu'à Jérusalem, on n'hésitera pas à riposter si les Iraniens devaient attaquer. Et enfin, une information du Israël Hayom qui est préoccupante. Les menaces d'attentats contre des dirigeants israéliens en provenance de Téhéran ne cessent d'augmenter.
Et ce matin, sur une double page du Yediot Aharonot, c'est Ran Simet qui propose un choix aux Iraniens. Ce sera soit une guerre d'usure avec les États-Unis, soit un compromis. Le journal parle de la polémique entre le courant modéré et pragmatique à Téhéran qui appelle à mettre fin à la guerre et le courant plus radical, celui des gardiens de la révolution qui refusent de déposer les armes. La direction iranienne semble refuser les décisions douloureuses. Dani Zaken et Doudi Kogan dans le Israël Hayom affirment que les États-Unis vont élargir leurs attaques contre des cibles stratégiques iraniennes. Le journal reprend en évidence la déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui a reconnu hier n'avoir jamais rencontré Mojtaba Khamenei depuis l'élimination de son père, c'est-à-dire depuis le début de la guerre, le 28 février dernier. Restons dans le Israël Hayom qui se penche ce matin aussi sur le dossier libanais avec la rencontre entre le président libanais et le président Trump qui doit se tenir demain à la Maison Blanche. Shahar Kleinman dans le Israël Hayom croit savoir que lors de cette rencontre, le président libanais exigera un retrait territorial israélien total du sud Liban comme condition au désarmement du Hezbollah par l'armée libanaise. On voit dans le Israël Hayom le président libanais lors de sa rencontre hier avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Selon le journal, le Hezbollah a l'intention d'effriter les arrangements qui ont été conclus entre Israël et le Liban et d'empêcher le démantèlement de ces fameuses zones pilotes que Tsahal doit évacuer au profit de l'armée libanaise au sud Liban. Et puis, ce matin, dans le Yediot Aharonot, le journal se penche sur la Turquie et sur les moyens utilisés par le président turc Tayyip Erdogan pour tenter de légitimer le Hamas. Dans un livre signé par Tayyip Erdogan, celui-ci présente Israël comme ayant commis un génocide à Gaza et des crimes de guerre, et il présente le sionisme comme étant la source du conflit israélo-palestinien. Un rapport de l'Institut d'études stratégiques de Jérusalem, un rapport israélien, considère que la Turquie tente de développer un programme stratégique qui lui permettrait d'intensifier son influence dans la bande de Gaza d'abord, mais également à Jérusalem, en particulier en prenant le contrôle de certaines infrastructures sécuritaires des Palestiniens. Dans le Yediot Aharonot de ce matin, Nahum Barnea se penche sur les primaires au sein du Parti démocrate, l'ex-parti travailliste, les primaires qui vont se tenir aujourd'hui, et Nahum Barnea nous explique pourquoi ces primaires marquent une sorte de chant du signe de cette méthode électorale des primaires pour former la liste électorale du parti. Il nous indique en effet que la plupart des 10 premières places réalistes dans la liste des démocrates sont déjà prises, occupées, puisque le président du parti, Yair Golan, est en tête de liste, puisqu'il y a des places réservées aux députés actuels et des places également réservées aux candidats du parti Meretz. Et il admet que même pour le Likoud, le second parti politique qui organise encore des primaires, on a le sentiment que cette méthode de désignation de la liste électorale est en passe de vivre ces derniers jours. Nahum Barnea a défini clairement l'objectif de cette liste de démocrates, servir de porte-voix aux kaplanistes, sans faire du parti une grande manifestation ambulante. Ce sont les termes qu'il utilise dans cet éditorial. Et justement, pour terminer à propos des primaires, tant le Yediot Aharonot que le Israël Hayom nous expliquent ce matin que Binyamin Netanyahou n'aurait pas l'intention de maintenir ces primaires au sein du Likoud. Ces primaires ont été prévues pour le début du mois d'août, mais dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom, on a le sentiment ce matin au sein du parti de droite que le Premier ministre va tenter de les annuler. Ainsi, la reprise des combats avec l'Iran pourrait justifier ou servir de prétexte à une annulation de ces primaires dont le Premier ministre ne veut pas vraiment entendre parler. Les journaux soulignent que Netanyahou a obtenu hier gain de cause en obtenant l'autorisation de la part du tribunal du Likoud d'insérer 8 personnalités de son choix dans la liste électorale à des places éligibles, mais que cela ne lui suffit pas et qu'il aurait donc également souhaité pouvoir lui-même désigner l'intégralité de la liste électorale du Likoud. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Shevach. Yael, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'accepter de prendre votre temps précieux en cette semaine particulière pour nous parler, nous faire partager vos sentiments après ce qui est arrivé Shabbat, durant cette journée de Shabbat, l'incendie de votre maison, mais pas seulement, l'incendie de plusieurs maisons dans la localité de Chavad Gilad. Alors bien entendu, on n'a plus besoin de vous présenter au public francophone. Nous savons tous que vous avez perdu votre mari, le Rav Raziel Shevach, en 2018 à l'entrée de Chavad Gilad, et cette fois-ci c'est une nouvelle épreuve à subir, cet incendie de votre maison. D'abord, racontez-nous comment ça s'est passé, où vous étiez ce Shabbat lorsque le feu s'est propagé. Alors moi, d'abord merci beaucoup et bonjour.
Moi, on a passé Shabbat chez mes parents. Quelque chose que en été, il se passe rarement parce que mes enfants, ils préfèrent rester chez eux avec leurs copains ici à Ravat Gilad. Et vers 7h30 du soir, une copine qui habite à Kfar Saba et qui a eu quelqu'un est venu lui raconter, l'a appelé pour lui dire. Elle a toqué chez mes parents et elle m'a demandé de venir avec elle pour marcher un petit moment. Elle voulait pas dire ça devant les enfants et donc elle m'a raconté qu'il y a eu une très très grande incendie à Ravat Gilad et que ma maison a brûlé complètement. Et bien sûr, après, elle continue à me dire que c'est pas la seule maison et que l'incendie continue et puis pour l'instant, on compte les maisons et on est à peu près à 30. Voilà, et puis à ce moment-là, on remonte à la maison pour raconter à mes enfants. Au fur et à mesure, les noms des familles est venu plus au fur et à mesure, et puis on a compris que c'est une catastrophe que Ravat Gilad n'a jamais eu de ce genre. Il y a 13 maisons qui ont été complètement brûlées et qui n'existent plus, par exemple la mienne, et plus encore 18 autres appartements ou maisons qui pour l'instant ne peuvent plus personne ne peut habiter dedans. Alors effectivement, on peut d'une certaine manière d'abord remercier Akadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas eu de blessés, pas eu de victimes dans cet incendie. Il y a eu énormément de miracles. L'incendie a commencé à 2h30. Elle a commencé par Mitzpeh Ishai. Elle a avancé à peu près 4 kilomètres. Et tout ça en quelques minutes, très brutalement. Elle est arrivée à Ravat Gilad. Et là aussi, c'était très très brutal. Mais il y a eu vraiment que des miracles. Pas une personne qui s'est blessée trop dur. Bien sûr, il y a les pompiers qui étaient là. Et puis, par-ci, par-là, quelques-uns qui ont inspiré un peu trop du feu. Donc, c'était un peu de la fumée, oui. Mais sinon, c'est tout. Et il y avait, je sais pas moi, 100 personnes qui étaient là, même plus, qui étaient là en se battant contre le feu. Et il n'y a pas eu du tout de blessés, ni de morts, bien sûr, Baruch Hashem. Du moment que Ravat Gilad ont compris que l'incendie s'approche, la Moatza, ils ont emmené des bus, ils les ont pris tous à Yitzhar, et ils ont passé là-bas, ils sont restés là-bas jusqu'à à peu près minuit, et à minuit, ils ont déménagé tout le monde à Har Bracha. Nous, on est arrivés là-bas à Har Bracha, c'est là-bas qu'on a passé la première nuit, en comprenant qu'on n'a plus de maison. Ah, ouais, alors vous n'avez plus de maison et vous l'avez dit dans les médias israéliens, vous n'avez plus de souvenirs de votre mari Raziel, Nahon? Ouais, alors moi, le soir même, quand j'étais chez mes parents, après qu'on a raconté à mes enfants et qu'on a fait Havdalah et commencé à s'organiser pour rentrer chez nous, j'ai dit que la première chose que je veux faire, c'est d'aller voir là-bas. C'était encore trop dur, il faisait très noir et l'incendie était encore un peu elle était un peu dans quelques autres maisons, mais je me suis dit que c'était quand même quelque chose que je veux faire. Et, avec une copine et avec Yossi Dagan, je suis partie voir ma maison. Il faisait très très noir et tout était encore très très chaud et donc j'ai rien trouvé, je ne pouvais plus voir rien du tout et tout était calciné. En fondre complètement. Et le lendemain, je suis revenue et pareil, on est venu pour chercher. Ma fille, elle a trouvé après hier, pendant toute la journée, ils étaient là pour farfouiller, trouver quelques petites choses. Bon, on a trouvé le bracelet de ma grand-mère, je sais pas moi, une demi-photo de copine, un morceau de papier, mais tous les bons souvenirs, tous les livres, tout ce que j'avais de lui, toutes ces affaires il était Moël, alors toutes ces affaires de la Brit Mila, il était Shochet, alors toutes ces affaires de la Shrita, tous ces livres qu'il écrivait dedans et toutes ces photos, toutes nos photos, il n'y a plus rien. Alors, quel est votre sentiment comment on surmonte cette nouvelle épreuve après avoir perdu son mari et nous avoir montré comment vous
vous avez surmonté cette épreuve. Le pays vous connaît aujourd'hui. Comment on peut surmonter une seconde épreuve de ce type? La maison, c'est quand même le foyer, le foyer de toute une famille. D'abord, on a une grande chance, une grande bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, qu'on fait partie d'une communauté qui nous entoure bien. Voilà, là, je vous parle, je suis dans une chambre dans l'appartement de la famille Zar qui habite ici à Chavat Gilad et qui nous ont laissé une partie de leur maison pour habiter là jusqu'à qu'on s'organise. Et ça peut prendre même 2 mois. On est en plein août et tout le monde est là avec les enfants. Je sais que c'est pas facile. Et du premier moment, on a reçu plein d'invitations et bien sûr, j'ai plus rien et donc ils nous ont tout donné, entouré d'une façon, et je suis pas la seule bien sûr, mais d'une façon vraiment très adorable et c'est pas de l'homme ou van Melav et on apprécie beaucoup et je pense que ça nous donne beaucoup de force parce que on est pas mal de familles avec cette situation et on est pas mal de familles qui veulent rester là et qui comprennent que ça va prendre du temps, ça va prendre un bon moment. Et on a, Baruch Hashem, beaucoup d'invitations autour. Et le Yishuv, il s'est décidé de nous organiser tous ensemble. On était à Bracha au début et puis là, on cherche à amener ici à Chavat Gilad des caravanes pour qu'on puisse rester ensemble jusqu'à qu'on s'organise avec nos maisons de nouveau. Et donc, je pense que ça donne beaucoup de force et ça donne beaucoup de possibilités de voir optimique comment on pourra se lever de cette situation. Bien sûr, c'est pas facile. Et puis, en plus, il faut dire, c'est pas que Chavat Gilad, c'est la grande communauté de Am Israël qui est toujours là, qui nous entoure. Et aussi, Baruch Hashem, on a une grande émouna et on a de la famille qui est pleine d'émouna et on comprend que Baruch Hashem, on est en vie, on est en bonne santé et on a une grande longue vie encore à continuer à vivre. Et les mémoires, c'est vrai que c'est quelque chose on aurait bien aimé de garder jusqu'à 120 ans. Le plus important, c'est qu'ils sont dans le cœur et dans la tête. Et je pense que pendant ces 8 ans, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour préserver le souvenir de... Faire montrer au monde entier que les mémoires, c'est pas que ce que j'ai dans ma maison, et c'est surtout ce que j'ai dans ma tête. Et je pense que je vais continuer comme ça. Alors, la date à laquelle s'est produit cet incendie, le Shabbat Chazon, c'est le Shabbat avant Tisha B'Av, et Tisha B'Av, c'est aussi la destruction du temple, l'incendie du Beth Amikdash. Vous qui voyez toujours dans une dimension, on va dire, collective du Ham Israël, de la souveraineté nationale, vous y voyez peut-être aussi un symbole, c'est-à-dire c'est impossible de ne pas voir le symbole. Faut être aveugle pour voir ce symbole. Bien sûr, surtout que chez nous c'est très proche, c'est très rapproché, mais on essaye de rajouter sur notre Khorban Prati, on essaye c'est pas difficile en fait cette fois d'assembler tout et de les traber avec l'histoire israélienne, l'histoire juive. Je suis sûre que Tisha B'Av ici à Chavat Gilad cette année, ça va être un Tisha B'Av qui nous rappellera ce qui s'est passé là-bas il y a 2000 ans. Et justement la semaine dernière, on était dans une pays loute avec les enfants et on a dit que de préserver une mémoire de 2000 ans, c'est quelque chose que Am Israël peut faire et il faut travailler pour le faire parce que c'est pas facile de se dire on se rappelle et on pleure pour le Khorban Habayit et il faut toujours faire des choses actives pour garder la mémoire de Beth Amikdash. Et on essaiera, on continuera à essayer toujours de faire ça en allant à Beth Amikdash et en parlant et en priant et maintenant aussi en comprenant ce que ça veut dire de perdre Beth Amikdash. Alors,
Alors, pour essayer de se projeter vers l'avenir, la question est simple. De quoi avez-vous besoin, vous, votre famille, vos amis? Est-ce que l'on peut lancer un appel aujourd'hui ici à travers les ondes de Radio Kalita, peut-être pour savoir ce dont vous avez besoin de manière urgente ou moins urgente? Oui, alors d'abord, je redis merci. Ça nous donne beaucoup de force de savoir qu'on peut dire à tout le monde qu'est-ce qu'on a besoin et qu'en 2 minutes, on reçoit des téléphones et on reçoit par Bit et par Paybox et dans les campagnes qu'on a ouvertes pour ça. Et comme vous dites, il y a l'urgence et il y a ce qu'on aura besoin plus tard. Les athlètes. Et alors pour l'instant, pour l'urgence, je pense qu'on s'est bien organisé. Chacun a où loger pour le moment. Aussi, on essaye, on m'a donné un nouveau foulard. J'essaye de ne pas prendre trop de choses parce que je sais pas où les mettre. J'ai pas de maison pour poser mes affaires. Mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de donner, de trouver où nous mettre des choses pour plus tard, des canapés, des tables et tout. Et on a besoin de tout ça, bien sûr. Je sais pas encore vous dire où on peut mettre ça, mais restez avec nous parce que ça va être très important. Et surtout, pour l'instant, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent parce qu'on ne sait pas. On se demande, même si c'est une incendie qui a été faite exprès par des terroristes, alors quand même jusqu'à qu'on reçoit ce qu'on a le droit de recevoir du pays, ça va prendre du temps. Et c'est bien sûr, c'est pas toujours assez. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'on va arriver là-bas. Et on est ici avec une grande catastrophe qui a au moins 30 millions de shekels. Et puis, on a besoin de cet argent pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir continuer. Il faut dire que même si c'est pas un attentat, le soir même, quand il y a eu un grand incendie et que les gens ils étaient en train de partir vers Itzar, les familles ici, ils ont entendu des villages d'à côté, les Arabes, les Palestiniens, qui étaient en train de crier des cris de joie et des feux d'artifice pour dire au monde entier, voilà, nous on est très contents que c'est ce qui leur arrive. Et donc on comprend encore plus que pour nous reconstruire, c'est une messima etiashvutit, une grande messima, une grande mission. Et donc c'est ce qu'on a besoin, c'est ça l'aide qu'on a besoin pour reconstruire nos maisons. Oui, effectivement. Et donc, on lance d'ici un appel à tous nos auditeurs qui voudraient participer, donc essayer de vous aider d'une manière ou d'une autre à être en contact avec vous, avec les habitants de la localité de Chavat Gilad pour donner un coup de main dans la mesure du possible, bien entendu. Et donc, effectivement, il est important de souligner que pour l'instant, la police, on n'est pas trop rentré dans les détails pour l'instant parce que les pistes ne sont pas très claires. La police hésite concernant la piste terroriste. Mais effectivement, il y a une enquête qui est menée actuellement par la police et par les forces de sécurité israéliennes pour essayer de déterminer comment cet incendie s'est déclaré. Merci beaucoup, Yael Shevar, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Be'atzlacha, on vous souhaite beaucoup de courage. Et à vous et à tous les habitants de Chavat Gilad. Et à bientôt, Be'atzlacha. Et comme, d'une certaine manière, après la tristesse, le deuil, eh bien, il y a aussi la reconstruction dans le Shabbat Nachamu de la consolation. Eh bien, on espère aussi pour vous aussi la consolation de pouvoir reconstruire votre maison dans Chavat Gilad. Vendredi matin, en arrivant au travail, vous regardez votre écran et vous réalisez quelque chose d'étrange. Vous avez terminé tout. Ce qui vous prenait habituellement la semaine entière, l'IA vous a aidé à le boucler en 4 jours. Devant vous, il reste du temps. Et là, une drôle de sensation, vous ne savez pas quoi en faire. Alors si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas seul. Une étude mondiale du Boston Consulting Group, publiée il y a quelques jours de cela, met un chiffre sur ce que des millions de salariés ressentent déjà. Aujourd'hui, plus de 4 salariés sur 10 récupèrent au moins une journée entière par semaine grâce à l'intelligence artificielle. Une journée sur 5, c'est énorme. Et pourtant, voici le piège. Ce temps gagné, dans la grande majorité des cas, il disparaît. 2/3 des salariés disent ne recevoir aucune consigne sur la façon de l'utiliser. Alors, il se dilue. Des mails, des réunions, des petites tâches sans intérêt. Vous avez créé de la valeur et elle vous file entre les doigts sans que personne ne s'en aperçoive et surtout pas vous.
Alors je peux vous dire une chose simple, ne laissez pas faire ça, parce que ce temps, c'est le vôtre. Et la manière dont vous l'utilisez va décider en grande partie de votre place dans les années qui viennent. L'étude pointe d'ailleurs un paradoxe que vous vivez peut-être. D'un côté, 2/3 des utilisateurs réguliers se disent plus épanouis. L'IA chasse l'ennui, supprime les tâches répétitives, rend le travail plus vivant. Mais de l'autre, 4 sur 10 se sentent plus fatigués mentalement qu'avant. Comment peut-on expliquer cela? Parce que votre métier a changé, sans qu'on vous le dise. Avant, vous exécutiez. Aujourd'hui, près d'un salarié sur 2 passe plus de temps à piloter l'IA, vérifier, corriger, orienter, qu'à faire le travail lui-même. Vous n'êtes plus seulement l'exécutant, vous êtes devenu le chef d'orchestre. Et ça, ce n'est pas une charge d'en plus à subir, c'est une compétence nouvelle, une compétence rare même. Elle a une vraie valeur, d'autant que le terrain bouge vite. Près de 9 salariés sur 10 estiment qu'ils devront se reformer en profondeur dans les 5 ans à venir. Mais à peine un tiers se sent correctement formé aujourd'hui. Cet écart, ne le voyez pas comme une menace, voyez-le comme votre marge de manœuvre. Celui qui s'en empare dès maintenant, sans attendre qu'on l'y oblige, prend une longueur d'avance considérable. Alors il y a un dernier point que l'étude soulève et qui vous concerne directement. Les agents d'IA, ces programmes capables d'exécuter des tâches entières en autonomie ont doublé leur présence en entreprise en 1 an. Demain, vous ne travaillerez plus seulement avec un assistant, vous piloterez de véritables équipes mixtes, des humains et des machines. La question qui inquiète le plus les salariés, c'est celle de la responsabilité. Qui répond des décisions? Alors ne fuyez pas cette question. C'est précisément en la prenant en main que vous devenez indispensable. Alors concrètement, voici 3 réflexes à adopter dès maintenant. Premièrement, prenez conscience du temps que l'IA vous libère réellement. Mettez-y un nom, une mesure, ce qu'on ne voit pas. On le gaspille trop facilement. Deuxièmement, réinvestissez ce temps là où vous êtes irremplaçable, là où la machine ne vous suivra jamais. La relation, le conseil, la créativité, le lien humain. Enfin, si votre hiérarchie ne vous donne pas de direction, ne l'attendez pas. Proposez. Montrez que ce que vous voulez construire avec ce temps gagné. Parce qu'au fond, l'intelligence artificielle ne décidera pas à votre place ce que vous valez. Le temps qu'elle vous rend, c'est une chance. Alors à vous d'en faire un véritable élan.